ceux qui ne me connaissent pas, parce qu'apparemment il y en a dans la salle, je suis retrouvé quand même beaucoup d'anciens qui me connaissent bien, je rappellerai que depuis une vingtaine d'années, 87, j'ai eu la chance de découvrir quelque chose de fantastique. C'est ce que j'ai appelé après l'évergétisme. J'ai découvert en tant que consulté, depuis longtemps j'étais plus consultant, j'étais consulté par les entreprises, certaines entreprises auprès desquelles je suis intervenu sont dans la salle. J'ai découvert que mon plus grand plaisir, c'est lorsque je travaillais sans être payé. Au service de la République, de l'intérêt général. Car on a tous besoin, en tout cas moi c'est ce que j'ai découvert. Pour donner un sens à sa vie, on a besoin finalement de faire des choses où on n'est pas payé pour le faire. Quand on n'est pas acheté, on n'est pas vendu. Donc on est libre. On le fait pour le plaisir. Et je garde encore une certaine émotion, un certain frisson quand je me souviens de Jacques Barrot me disant en 1995 à propos de l'emploi, il m'avait confié une mission informelle sur l'activité et l'emploi. Avec moi, ça ne pouvait pas être autrement qu'informel de toute façon. Et il m'avait dit, Godet, allez-y, foncez, la patrie est en danger. Il y a peu d'hommes politiques de ce calibre dans ceux que j'ai rencontrés. Il y a Pierre Méneri, avec qui je travaille encore, et qui continue avec moi à essayer de faire remonter les bonnes pratiques de la France d'en bas, et notamment celles qu'il a chez lui, puisque vous savez que dans le pays de Vitré, il y a 5,7% de chômeurs, alors qu'il y a des grandes entreprises industrielles qui ont fermé, mais il y en a fait recréer d'autres. Et donc c'est possible d'avoir moins de 6% de chômeurs en France aujourd'hui, et pas simplement dans le pays de Vitré, en Mayenne, en d'autres endroits. Et donc j'ai découvert que travailler pour son pays, ça m'a amené à faire un certain nombre de rapports sur l'éducation et la société, alors là j'avais montré il y a plus de 25 ans qu'on aurait une surabondance de diplômés, une pénurie professionnelle. Alors en tant que prospectiviste, je suis content parce que j'ai eu raison, mais je suis triste parce que je n'ai pas été entendu. Parce que la bonne prévision n'est pas celle qui se réalise, mais celle qui conduit à l'action pour empêcher qu'elle se réalise. Et vous savez comme moi qu'aujourd'hui, on a du mal à trouver des chaudronniers, on a du mal à trouver des gens dans les travaux publics ou dans certains métiers du bâtiment, et on cherche désespérément des ouvriers qualifiés du textile. Parlons pas des garçons bouchers, qu'on aurait dû appeler depuis longtemps des maîtres traiteurs, et on aurait dû appeler les apprentis des étudiants salariés déjà insérés. Sous-entendu les autres, ils sont étudiants ni salariés ni insérés. Vous voyez que la manière de nommer les choses, elle change la réponse. Donc j'ai eu la chance de faire tous ces rapports. Sur la famille, une affaire publique, j'ai failli perdre ma vie familiale personnelle dans le cadre du Conseil d'analyse économique. J'ai fait ce rapport avec Evelyne Sulro. Evelyne Sulro, c'est une grande dame, le général de Gaulle des femmes, qui à 84 ans vous parle de coitus interruptus, un impose de respect. Et ceci dit, j'ai découvert que tous ceux qui travaillaient sur les problèmes démographiques dans ce pays et de famille étaient des malthusiens. Que ce soit à l'INSEE, à l'INED ou à l'adresse. C'est terrible, c'est un peu comme s'il y avait des pédophiles qui s'occupaient des colonies de vacances. Donc c'est un vrai problème. Malgré ce climat hostile, j'ai réussi à faire ces rapports et j'ai continué d'ailleurs, en vain d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui on fait exactement le contraire de ce qu'il faudrait faire sur la politique familiale. Vous pouvez me poser des questions là-dessus si vous avez envie. Et puis ce rapport sur créativité et innovation et territoire en 2010, qui m'a donné lieu à un petit livre vert où je montre, c'est là-dedans que je suis revenu sur le territoire et montré notamment un certain nombre de choses que l'innovation notamment n'est qu'à 20% technique. Et puis des livres plus grand public sur le courage du bon sens. J'ai cru en 2007 que Sarko allait pouvoir nous aider. Bon, j'ai débattu de l'issue du sarkozysme, pour une raison que j'expliquerai, on verra tout à l'heure, et j'espère surtout qu'elle ne viendra pas. Je me suis dit qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressants pour pouvoir être revenus. Bon, c'est un vrai problème, il y a un déficit d'élite. On n'a pas l'hyper-choix, ni à droite ni à gauche. Et puis, bonne nouvelle des conspirateurs, eh bien c'est les deux livres que vous avez vus. Alors j'insiste pas là-dessus. Et donc, revenons sur la prospective, on va me présenter les 7 bonnes nouvelles. Prospective, c'est d'abord rappeler que l'avenir n'est pas écrit, qu'il reste à construire. L'avenir ne se prévoit pas, il se prépare. C'est une belle phrase de Maurice Blondel. Ou une autre phrase complémentaire, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va, c'est la phrase de Sénèque. Et comme aujourd'hui on sait très bien qu'on ne sait pas où on va, c'est pour ça qu'il n'y a pas de sens. Il n'y a pas aucun sens. Alors avant on avait l'Europe, maintenant il n'y a même plus l'Europe.
Donc il y a un véritable problème, déficit aujourd'hui de sens, et je vous allez voir qu'il y a des moyens de retrouver du sens, mais qui passent par le local et non plus par le global. Quand on regarde les attitudes complémentaires face à l'avenir, elles sont au nombre de 3. Quand vous faites un plan d'action, il faut toujours avoir en tête les 3 attitudes. La réactivité, la préactivité et la proactivité. 3 colonnes. Il y a des choses qui sont urgentes, il faut les traiter. Il y a des choses qui sont annoncées, il faut s'y préparer. Préactif, c'est agir pour se préparer au changement attendu. Et proactif, c'est agir pour provoquer les changements souhaités. Et ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont urgentes ou annoncées qu'il faut oublier d'avoir un projet. Alors on peut prendre l'image du sport. Il y a ceux qui courent après le ballon, qui sont réactifs, ceux qui anticipent les coups, qui essayent de bien se placer, puis ceux qui mènent le jeu, qui tiennent le ballon, qui sont proactifs. Et quand vous êtes proactif, c'est les autres qui sont réactifs, qui vous courent après. Et pour une entreprise, il faut toujours être en proactivité, naturellement. Une longueur d'avance dans la tête et dans les faits. Et quand vous avez un contrôle fiscal, vous essayez de poser des questions. Pendant qu'ils réfléchissent à vos questions, ils oublient peut-être de poser les leurs. Il faut toujours prendre la main. Il ne faut pas être en réactivité. C'est fondamental. Allez, essayez, vous allez voir, ça marche. Quand il y a le feu, il faut l'éteindre. Et Sarko, on l'aime ou on ne l'aime pas, mais c'est un bon manager de crise. Simplement, il faut reconnaître une chose, c'est qu'une fois que le feu est éteint, ce qui coûte cher, c'est le dégât des eaux. 500 milliards d'euros. Et je travaille dans les assurances, donc je connais le problème. On a 500 milliards d'euros de dettes de plus. Et on nous a enfumés. Quand on nous a dit que, par exemple, on allait réduire un fonctionnaire sur 2 dans la fonction publique d'État, c'est vrai. Mais on a oublié de nous dire que les 2 tiers de l'économie réalisée allaient in the pocket des hauts fonctionnaires qui la faisaient, l'économie. Et de façon pérenne. C'est ça être enfumé. C'est pas une économie. Moi, je l'avais regardé la bonne économie, c'est ce que j'avais dit à Santilli, là, qui est de l'autre côté, le maire d'ici les Moulineaux, quand il était ministre de la fonction publique. Je dis, mais finalement, c'est pas 1 sur 2 qu'il faut remplacer. Il faut les garder le plus longtemps possible, puisqu'ils coûtent aussi cher au boulot qu'à la retraite, ou la retraite qu'au boulot. Comme ça, on n'a pas à les remplacer. Moi, je peux vous assurer, j'ai fait mes calculs, je vais partir dans 1 ou 2 ans, je vais toucher plus en net à la retraite, avec la surcote, qu'au boulot. Alors on me dit, il ne faut pas le dire. Si, je peux vous le dire, puisque je le sais. J'ai entendu, quand on profite d'un avantage, il ne faut pas dire. Seuls sont injustes ces inégalités dont on ne profite pas. C'est la phrase de Gauzy, vous comprenez. Alors, l'assureur, il est préactif, et l'entrepreneur, il est proactif. Ça, c'est bien compris, les 3 attitudes, plan d'action, jamais oublié, 3 colonnes. Il ne faut pas uniquement avoir de la proactivité aussi, il ne faut pas uniquement se faire plaisir. L'innovation, c'est une forme de proactivité, mais il faut aussi être préactif et réactif. Maintenant, les 5 questions fondamentales. Et la prospective, on peut la ramener avec le temps. Plus on vieillit, finalement, plus les choses paraissent simples. C'est l'avantage. Quand on est jeune, on est tout compliqué. 5 questions fondamentales, et j'en ai gardé que 2 que j'ai soulignées, parce que les autres sont secondaires. C'est qui suis-je et comment faire. Le qui suis-je. Pourquoi le que peut-il advenir est-il sans importance? Par construction, puisque j'ai dit que l'avenir n'était pas écrit. Donc on ne le saura qu'après. C'est comme le gars qui voudrait, avant de se marier, savoir si sa femme sera fidèle. Il ne le saura qu'après. Encore pas toujours. Donc il faut bien faire un pari. Oui, c'est comme l'existence de Dieu. Que peut-il advenir? Donc on peut se poser la question, on peut faire des what-if, mais fondamentalement, perdons pas trop de temps à ça. Les vraies questions qu'on oublie, notamment tous les livres de stratégie, on parle souvent d'environnement, on commence par l'extérieur, c'est pas ça qui compte, c'est qui suis-je? Le fameux connais-toi toi-même des Grecs anciens, il faut partir de soi. Il y a un travail à faire sur soi, ce qu'on appelle les arbres de compétences dans le jargon. Qui suis-je? Et là, il ne faut pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. Vous avez Bayrou avant et après les présidentielles. C'est ça qui est fondamental. Donc il faut faire un travail sur soi. La connaissance de nos forces augmente, la connaissance de nos faiblesses est réduite. Hein, c'est Vauvenard. Donc ça c'est très important à avoir en tête. Et donc, et je montre dans le livre, je raconte l'histoire dans les 2 livres, il y a 2 histoires. Le handicap est une différence à positiver. Un aveugle, qui vous explique, lorsque vous mettez un aveugle dans un service, ça augmente la productivité du service. Parce qu'il y a une condition suspensive, naturellement, c'est qu'ils sont mis en place par les managers et pas par les travailleurs sociaux.
Parce que les managers vont jamais lui dire, les travailleurs sociaux vont jamais lui dire lève-toi et marche, puisqu'ils vivent de son handicap. Et pourquoi est-ce que ça crée de la productivité? Parce que tout simplement, ça donne du sens au travail. Quand quelqu'un arrive lundi matin en chantant au boulot, plus personne n'ose dire ça va comme un lundi. Et tout le monde se met à l'aider, le gars il prend du plaisir au travail. Et donc, ce qui compte dans le travail, moi j'ai fait tous les métiers, j'ai été serveur de restaurant, déménageur, bombiste de nuit, des P3 chez Simca, etc. Indépendamment de mes autres métiers ensuite. Mais j'ai appris plein de choses. Ce qui compte dans le travail, c'est d'abord la qualité des liens qu'on a avec les autres. C'est ça qui compte. Il n'y a pas de travail idiot, il y a des manières idiotes de les faire. Et on peut avoir des liens forts de solidarité, même dans des moments difficiles, qui sont beaucoup plus forts. Donc ça crée du lien, ça crée du sens. Donc, si vous manquez de handicapés, si vous n'avez pas pensé, un gisement de productivité, je vous invite à l'exploiter. Et donc, nos élites doivent faire un travail aussi sur elles-mêmes. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup dans la salle. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En plus, vous avez vu toute la promotion Voltaire là, qui nous envahit là. C'est complètement dingue. C'est un phénomène mafieux. Mais si c'était bon, d'où j'ai lancé l'appel pour que la compétence l'emporte sur l'appartenance. Ça ne me dérange pas l'appartenance, à condition que les gens soient bons. Et puis, la dernière question, qui est la question fondamentale. Sur la plupart des grands problèmes, les diagnostics et les prescriptions sont depuis longtemps connus. Ce qui fait défaut, c'est le mode d'emploi pour passer à l'acte. On fait, sur les retraites, on va encore faire des groupes de travail, sur tous les sujets. Alors c'est nouveau pour ceux qui s'y intéressent, naturellement. Et souvent, d'ailleurs, dans un groupe de travail, ils arrivent à des conclusions que vous connaissez avant, mais quand je demande aux collègues, mais tu te rappelles, c'est ça qu'on trouvait, ils disent oui, mais pour eux, c'est nouveau. Donc, il faut qu'ils retrouvent. Alors même, c'est l'appropriation. Mais il y a un problème que les politiques n'ont pas compris, et sauf Rocard, c'est pour ça que je savais Michel Rocard dans un instant, c'est que pour passer du bleu de l'anticipation au vert de l'action, il faut le jaune de l'appropriation. Ici, vous avez la prospective, là, la stratégie, là, le management. C'est indissociable dans une entreprise. Pour un chef, une bonne idée qu'on veut imposer, c'est une mauvaise idée. Les meilleures idées ne sont pas celles que l'on a, ni même celles que l'on donne, mais celles que l'on suscite. Suppose une certaine modestie. D'où le paradoxe des réflexions de prospective. La prospective participative, c'est un outil donc, de management stratégique, mais on ne peut faire une réflexion prospective que lorsqu'il n'y a pas le feu. La réflexion, ce n'est pas un réflexe, le moment d'action, c'est le réflexe. Une réflexion d'autant meilleure qu'on aura été préparé. Et donc vous voyez bien, c'est tout le paradoxe dans les entreprises, il faut faire de la prospective quand on n'en a pas besoin, de façon urgente. Pour avoir le temps d'appropriation, faire poser des questions. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a deux pièges à éviter. Il y a le piège que je vais appeler le piège Villepin, et l'autre piège Ségolène. Le piège Villepin, c'est penser vers du vert uniquement avec du bleu, avec le CPE. Une bonne idée qu'on veut imposer, c'est une mauvaise idée. Et en plus, si l'idée n'est pas très bonne, c'est pas la peine d'insister. Vous comprenez pourquoi il ne parle plus. Il n'a même pas compris que je disais ça, donc il me parle quand même. Bon. Et puis, non mais il est marrant. C'est un grand dragueur de mon universel, lui aussi. Décidément, l'homme politique, il y a un biais de ce côté-là. J'aurais dû faire plus de politique. Ils ont des talents en plus. Et alors, l'autre piège, c'est le piège Ségolène, pensez qu'on va faire du vert uniquement avec du jaune. Quand vous prenez des décisions avec lesquelles tout le monde est d'accord, vous pouvez être sûr que ce n'est pas les bonnes décisions. Ben oui, en matière de retraite et tout ce que vous voulez. Quand tous les Français ont voté pour la retraite, tout le monde était d'accord en 81 quand on a fait la retraite à 60 ans. C'est criminel vis-à-vis de l'histoire. Si on n'avait pas fait cette connerie historique, combien on aurait aujourd'hui de fonds de réserve, de pension? Et on ne serait pas en train de ramer pour essayer de remonter à 62, 63, 64, avec des manifs dans les rues qui empêchent le travail. Vous vous rendez compte? Le crime historique a commis Mitterrand. Mais tout le monde était d'accord. Demain, on aura le gratis. C'est nos enfants qui paieront. Depuis 30 ans, on a vécu au-dessus de nos moyens. En prenant dans la poche de nos enfants, on continue de dire cette année, avec zéro de croissance, on met 4 points de PIB de déficit public, 3,7, 4, c'est-à-dire 80 milliards d'euros que nos enfants auront à rembourser. Vous vous rendez compte? Rocard a compris les choses, mieux vaut faire une réforme sans le dire que d'en parler sans le faire.
Quand il a fait la CSG, en 90, où on a baissé, s'il avait dit on va baisser l'impôt sur le revenu, qui est un impôt progressif payé par la moitié des plus riches, pour le remplacer par un impôt proportionnel payé par tout le monde, il y aurait eu des milliers ou des millions de camarades et de non-camarades dans la rue. Moi, on a dit c'est pas un impôt, c'est une cotisation circulaire, il n'y a rien à voir. La manière de poser les questions change la réponse. C'est fondamental. Aujourd'hui, la CSG représente 170% de l'impôt sur le revenu. Moi, je propose d'ailleurs de la familialiser, de mettre un quotient familial à la CSG, puisque les familles avec enfants payent beaucoup plus de CSG que d'impôt sur le revenu, puisqu'il n'y a pas de quotient familial. Beaucoup plus que les autres ménages. Et Rocard, finalement, il avait compris que la manière de poser des questions change la réponse. C'est un peu comme quand vous demandez à votre prêtre est-ce que je peux fumer quand je prie, il va vous dire non. Si vous demandez est-ce que je peux prier quand je fume, il va vous dire oui. Donc il faut travailler la question, et ça vous fait rire. Mais... Vous voyez comme pourquoi en prospective on est optimiste. De toute façon, quoi qu'il arrive, on regarde les choses du bon côté. Messieurs, dites-vous bien que toutes les femmes qui vous ont dit non jusqu'ici, si vous n'avez pas su poser la bonne question. Ou, je dis ça pour les hommes aussi, si vous avez un penchant, parce qu'aujourd'hui il faut être ouvert à tout. Là, vous avez vu que c'est le mariage pour tous, sauf à l'Élysée. Ça, c'est terrible. Et ils vont faire la parité dans les élections territoriales. Un homme, une femme. Et pourquoi ce ne sera pas deux hommes, puisque maintenant tout est possible? Non, mais je ne comprends pas, il y a des choses que j'ai du mal à intégrer. En tout cas, travailler la question. Et c'est une phrase qu'on trouve chez Crozier lorsqu'il dit « le problème, c'est le problème ». Donc, avant de chercher des réponses aux questions que tout le monde se pose, il faut d'abord se poser la question de savoir si on se pose la bonne question. Et dans nos méthodes de prospective, ceux qui ont vécu TDE avec moi les ateliers, ça très bien qu'on commence par poser le problème, reposer le problème, collectivement. C'est fondamental, il faut prendre le temps du temps, de bien se poser le problème. Quel est le problème? Alors, mais cette bonne nouvelle. Le monde d'aujourd'hui est une réalité qui dépasse les rêves d'hier. Quand je dis ça, je suis obligé de rappeler que j'avais 20 ans en 1968, ça ne me rajeunit pas, et qu'à l'époque, le monde était anxiogène. Les cartes de l'OTAN montraient que le rouge commençait du côté de l'Allemagne, coupé en deux, et allait jusqu'au Pacifique, qu'il y avait l'Espagne de Franco, le Portugal de Salazar, et une dictature en Amérique latine, sans compter la Grèce des colonels. L'espace démocratique était réduit comme une peau de chagrin. On avait peur. Lelouch, qui est député, ne faisait pas d'enfants à l'époque, je ne sais pas s'il n'en fait plus, en disant de toute façon ils vont être classifiés par la guerre thermonucléaire, c'est pas la peine. Heureusement d'ailleurs nos ancêtres ne se sont pas comportés comme ça face aux difficultés qu'ils ont traversées. Donc on est dans un monde, le mur s'est effondré de façon pacifique, il y a 2 à 3 fois moins de morts aujourd'hui chaque année qu'il y en avait dans les années 50 et 60. Donc ce monde dans lequel on est, la Chine est sortie, elle s'est réveillée et puis même elle nous fait un peu peur. Et donc tout ce qui s'est passé, c'est un rêve pour l'époque. La réalité d'aujourd'hui, c'est le rêve d'hier. Même une utopie pour hier. Il faut le rappeler ça. Il faut rappeler aussi que les conditions de vie sont améliorées de façon invraisemblable. Moi, je me souviens souvent de mon grand-père qui avait vécu la guerre de 14 et qui me disait « Votre problème, c'est que vous manquez de rien. » Il viendrait aujourd'hui, il dirait « Vous pleurez la bouche pleine. » Le niveau de vie par habitant en France a augmenté de 50% depuis 1980. Et on est malheureux. Pourquoi est-ce qu'on est malheureux? Avec 50% en plus pour vivre. Pourquoi est-ce qu'on est malheureux? Parce qu'au lieu d'être content de ce qu'on a, on est frustré de ce qu'on n'a pas. C'est une chose qu'on apprenait en économie, quand j'étais jeune. Quand mon voisin s'achète une grosse voiture, mon niveau de vie relatif baisse. Donc on a un travail à faire sur soi. Et faites venir des Brésiliens, ou des Africains, ou des Polonais en France, ils disent de quoi vous plaignez-vous? Si on avait vos conditions de vie, on serait content. Donc on se rend compte qu'on a besoin de... On a un problème aussi vis-à-vis de nos enfants, on les a pourri gâtés comme les jeunes Chinois. Je suis le premier responsable. Mon gamin, il refuse de travailler, même à 40 € de l'heure, il n'a pas le temps. Et surtout, il n'a pas de besoin. À cause de qui? À cause de moi. Il n'a
rend pas service aux États-Nations. Et donc, malgré ça, quand on regarde les territoires en France, c'est un des territoires qui vit le mieux, où on vit le mieux en France, où les gens sont plus heureux qu'ailleurs. Il faut d'ailleurs le deuxième taux de fécondité de France, après la Seine-Saint-Denis pour d'autres raisons, c'est la Mayenne. Un des territoires les plus pauvres de France, ils sont tous à 1,2 autour du SMIC, mais comme personne n'a plus, et ceux qui ont plus ne montrent pas trop, les familles dans les laitiers, etc., ne montrent pas trop, donc ça ne crée pas de frustration. Car les inégalités trop fortes sont insupportables. On l'a bien vu dans les entreprises, dans les salaires indécents, etc. Car les gens sont malheureux quand il y a des inégalités trop visibles, surtout quand elles sont proches. On ne peut pas payer deux gars qui travaillent dans le même atelier avec des écarts trop forts. Il faut que ce soit justifié. Et puis l'espérance de vie a augmenté de 44 ans. On ne peut pas dire que tout se dégrade. Elle a augmenté de 44 ans depuis 1900. De 4 ans depuis 1980. Elle va encore augmenter de 4 ans d'ici à 2030. Ça vaut le coup d'attendre. Vous voyez qu'il y a des bonnes nouvelles. Et même pour vous, mesdames, la bonne nouvelle du vieillissement, c'est que toute femme reste jeune. Ça dépend de l'âge de l'homme qui la regarde. Alors, méditez cela. Moi, à 65 ans, les femmes de 55 me paraissent beaucoup plus belles que lorsque j'avais 20 ans. Voilà. Voilà pourquoi on reste optimiste en prospective. Quoi qu'il arrive, on positive. Nos enfants vivront mieux et plus longtemps que nous, alors ils vivront plus longtemps, mieux, comment dirais-je, il y a une condition suspensive. Ils sont 20% moins nombreux sur le marché du travail, donc on peut faire bien les traiter si on veut les garder dans les entreprises, mais il faudra qu'ils aient envie de bosser quand même. Parce qu'on est dans un monde ouvert, et il y a des armées d'ingénieurs indiens, chinois et autres qui manquent d'une chose, c'est de travailler. Mauricien. Je suis venu avec mon assistant du CNAB qui termine son master. Et donc, voilà. Si vous cherchez un jeune diplômé en prospective, ou pour autre chose, parce que ça mène à toute la prospective, voilà, vous verrez la sortie. Alors, les 7 bonnes nouvelles, les autres vont être plus longuement développées. Alors, les mythes de croissance, la question du sens, tout ça, je l'ai évoqué. Voilà, les crises sont porteuses d'espoir. Effectivement, je pense qu'il faut toujours, c'est une chose que j'ai vécue positivement, à chaque fois qu'il m'est arrivé quelque chose qui ne marchait pas comme je voulais, je l'ai positivé. Je me suis dit, c'est une chance à saisir. Tant qu'à faire, il vaut mieux, comme disait mon grand-père, pour des filles, une de perdue, 10 de retrouvée. Bon, il vaut mieux positiver ce qui nous arrive. Ça, c'est une... Il faut toujours rebondir, et toutes les histoires que je raconte, les bonnes nouvelles, c'est-à-dire des histoires d'entrepreneurs qui ont réussi, on se rend compte. Je peux donner l'exemple de Pierre Henriot, c'était un gars qui était fils de commis de fer, orphelin à 6 ans. Il ne saura qu'à 9 ans parce qu'il était dans un sana. Il n'a jamais eu certificat d'études. C'est Youglas, numéro 2 d'ailleurs à Saint-Gobain. Il a dispensé du service militaire. Enfin, c'est Cosette, quoi. C'est vrai, on a envie de pleurer. Ce gars-là a refusé d'être assisté. Il a simplement essayé de réfléchir. Quand il s'est, entre guillemets, occupé à essayer de bricoler des doubles vitrages pour les Parisiens pour le choc pétrolier, il a vu que ça cassait, il a cherché des solutions à ce problème concret de marché. Il a fait des salons techniques, et puis finalement il a fini par déposer un brevet d'inventeur. Et maintenant il a 1200 personnes sur ses ordres, mais pendant 10 ans il ne s'est même pas payé au SMIC. C'est patron de Youglas, je ne sais pas si vous connaissez, Pierre Henriot. Des histoires comme ça, on se rend compte que c'est toujours des gars qui ont été au fond du trou, et qui, au lieu de baisser les bras, on rebondit, alors souvent avec des fratries, où ils avaient une femme à côté d'eux, ils ont eu quelques amis, il y a des milieux plus ou moins propices. J'ai raconté l'histoire aussi du village de Saint-Bonnet-le-Froid, avec les frères Marcon, c'est pas les frères Dalton, c'est les frères Marcon, en Haute-Loire. Bon, aujourd'hui, il y a un restaurateur, vous connaissez peut-être, où on vient en hélicoptère du Japon, le village qui devait fermer ses... Et en plus, il fait froid. Ils se sont transformés là. Il fait froid en plein été, il fait 10 degrés. Ma femme dit, qu'est-ce que tu veux faire en plein été? 10 degrés. Oui, mais 10 degrés au-dessus de la vallée du Rhône, c'est la clim gratuite. Donc tous les types qui crèvent de chaud dans la vallée du Rhône, ils remontent l'été dans le plateau des restaurants. Il y a plein de restaurateurs. Et donc, ils viennent, c'est comme les rues de pizzeria, quoi, ça attire des clients. Ils font la route des restaurants. Et ils ne redescendent pas puisqu'il fait chaud. Puis comme ils ont picolé, ils ne veulent pas se faire contrôler.
Donc les magasins sont ouverts et on récupère la monnaie. Il y a tout un modèle tout à fait intelligent de développement local qui s'est fait partir d'un village qui était tombé en ruine et qui a transformé sa faiblesse, le froid, en force, la clim. J'exagère à peine. Alors il y a pléthore de pétrole cher. J'ai commencé ma carrière au CEA en 71, comme chercheur. Et donc j'avais été assez bon quand même dans le choix de mes sujets, parce qu'on avait travaillé, à l'époque j'avais lancé une étude sur prospective des relations entre pays producteurs et consommateurs de pétrole, avant le premier choc pétrolier. Donc en soi le sujet était déjà... Donc au moment du premier choc, on avait une longueur d'avance. Et on sait qu'à l'époque, en 1973, à 4 $ le baril, il y avait 30 ans de réserve prouvée de consommation de pétrole. En juin 2003, à 45 $ le baril, il y avait 47 ans de réserve prouvée de pétrole. Consommation mondiale. Et en juin 2008, à 150 $ le baril, il y avait 150 ans de réserve prouvée de consommation de pétrole, avec un écart type entre un siècle et 4 siècles. Plus c'est cher, plus il y en a. C'est ça la bonne nouvelle. La mauvaise, c'est qu'il va falloir complètement changer de mode d'organisation et de comportement. Notamment dans le mode urbain, d'habitat, dans le mode de déplacement. On n'a pas encore compris ça. Comme on n'a pas compris qu'il fallait changer notre train de vie en France. Vous allez voir les chiffres. On n'a pas réduit la dépense publique encore. Bon, donc le pétrole, alors en plus, non seulement le pétrole cher et surabondant, mais en plus on a du gaz, très bon marché, mais on n'en veut pas. On est spécialiste en France pour refuser, pour se tirer des balles dans le pied. On était numéro 2 dans le monde sur les OGM, et un jour Monsanto fera une statue à José Bové, parce que à qui le crime profite, leur principale concurrence, c'est la France, c'est l'INRA, etc. C'est fini, le magrin. La recherche est partie au Brésil, en Amérique du Nord, mais c'est fini. On est content. On serait même capable de scier la branche nucléaire sur laquelle on avait construit un avantage compétitif pour le plaisir d'avoir de l'énergie chère avec des éoliennes qui marchent que le quart du temps. Vous voyez, on est un spécialiste dessus. Moi, je suis pour qu'on mette les mers verts dans les parcs naturels. Et José Bové dans le Mercantour avec les loups. On verra s'il ne va pas retourner la civilisation rapidement. Bon. Alors, les facteurs de développement sont endogènes. Ça va me prendre un peu plus de temps. Alors, ce qui caractérise les sociétés modernes, c'est qu'elles sont riches en biens et pauvres en liens. C'est pour ça qu'en un sens, on n'était pas plus heureux avec une croissance forte, et c'est fini, hein, je vous rassure tout de suite. Il y a 20 ans que j'annonçais déjà, les perspectives pour l'Europe et la France aussi, c'est cheveux gris et croissance molle. Et tant mieux, parce que de toute façon, on n'était pas plus heureux que cette croissance matérielle, le PIB en tant que tel est un concept discutable et discuté. Et surtout, ça avait développé des formes d'individualisme qui n'étaient pas... finalement, les gens ne sont pas plus heureux. Moi, je fréquente, ça m'est arrivé d'intervenir, vous savez, les banques d'affaires et de dépôts, on crée des clubs de nouveaux riches. Il n'y a pas plus triste que les nouveaux riches. Parce qu'ils ne sont pas des riches, et donc ils n'ont personne avec qui ils ont du mal à fréquenter du monde, ils ne sont pas acceptés, ils ont envie de jouer au boule, mais bon, il n'y a plus de copains pour jouer au boule. Et donc, Paribas notamment, je suis intervenu plusieurs fois pour distraire les riches, parce qu'ils sont malheureux. Mais je vous assure, ils sont tristes et ils veulent garder, comme ils veulent les garder en vie et heureux pour garder leur patrimoine, vous voyez ce que je veux dire. Ils ont une motivation, les banquiers. Et... ah mais c'est authentique, hein, c'est juste comme ça. Et donc c'est dur de ne pas être ni riche et de devenir, ils sont ils peuvent redevenir pauvres, ça c'est facile à faire. Et en tout cas, ils sont riches en biens et pauvres en liens. Ça c'est ce qui me semble fabuleux aujourd'hui. Il y a un paradoxe de société moderne. Dans les entreprises, on s'envoie un mail d'un bureau à l'autre et on va frapper à la porte du copain en disant « Est-ce que tu as reçu mon mail ?» On en est là. Oui, non, mais ça nous fait rire, mais c'est ça. On passe son temps à parler avec ceux qui ne sont pas là plutôt que de parler avec ceux qui sont là dans les pauses. Tout le monde est dans son coin avec son texto avec ceux qui ne sont pas là. Et il y a des paradoxes invraisemblables. Et ça m'énerve de temps en temps. Pour moi, le pire, c'est les gens qui sont toujours sur répondeur. C'est le comble de l'égoïsme. Si tout le monde était sur répondeur, plus personne ne se parlerait. Donc on renvoie la flexibilité sur les autres.
un manque d'altruisme, on peut de temps en temps être ouvert. Et puis les gens à qui il faut envoyer 10 mails pour arriver à se parler une fois au téléphone, c'est quelque chose qui ne va pas. Or, on en est là. Donc l'avantage des crises, c'est qu'on ne peut plus répondre à ces défis sans faire preuve de nouvelles formes de solidarité. Donc ça va créer du lien. C'est un peu comme dans une maison. Chacun, on se battait, on ne s'entendait pas, on ne se parlait pas, puis il y a le feu. Alors on se met à l'éteindre le feu tous ensemble. Et puis une fois qu'on l'a éteint, on boit un coup, et puis on se met à se parler, on se demande pourquoi on se disputait avant, pourquoi on s'ennuyait, pourquoi on ne se parlait pas. Donc vous voyez que les périodes difficiles qu'on va vivre vont au moins créer du lien. On s'ennuyait, on va arrêter de s'ennuyer. C'est le côté positif. Merci Cahuzac. C'est vrai que ça, c'est amusant. Non, mais ces gars qui prêchent l'abstinence et qui vont au bordel, c'est quand même drôle. Mais ça, je trouve ça. Alors moi, je crois aux valeurs de l'économie sociale de marché, ce qu'on appelle le capitalisme coopératif, le mutualisme, qui est fait de responsabilité et d'efficacité, d'humanisme et de lien social, de solidarité et de partage, et sans oublier la performance économique. Et donc on peut aussi s'interroger sur le mode d'organisation collectif. Moi, je crois que les nouvelles formes d'organisation du capitalisme qui sont intéressantes à explorer, le mutualisme intelligent. Donc là, c'est bien, je crois à ça. J'arrive à mes facteurs de développement endogène et la réalité du terrain qui dépasse la fiction des idées. Le développement endogène, je ne vais pas tout développer, mais disons que arrêtons d'étudier la mondialisation. Aujourd'hui, l'Autriche est à 4,5% de chômage. L'Allemagne à 5, les Pays-Bas à 5,5, la Flandre belge à 4,5. Bon, c'est possible. Donc la mondialisation est la même, mais les taux de chômage diffèrent. Donc il y a une part endogène importante. Arrêtons de chercher les boucs émissaires. Tu m'évoquais tout à l'heure la situation du pays du Canada et de l'Australie qui ont fait des réformes de leur administration et de leur gouvernance il y a une vingtaine d'années, qu'on n'a pas su faire chez nous. Et d'ailleurs, quand on sait ce qui se passe à l'étranger, je me souviens sous Jospin, il y avait un rapport qui a été fait par Henri Guillaume, qui faisait le benchmarking des meilleures pratiques à l'étranger, ce qui s'était passé dans ces années 90 au Canada et ailleurs. Il n'a jamais été publié. C'est-à-dire qu'on refuse de voir ce que font bien les autres, au lieu de prendre l'exemple sur les bonnes pratiques. On refuse de savoir. Il faut compter sur soi, transformer ses faiblesses en force. Le fait de ne pas avoir d'infrastructure n'est pas un handicap. La Vendée n'a jamais eu de chemin de fer. Le Bressuiret non plus, d'ailleurs. C'est la Vendée militaire. Le Bressuiret, c'est là qu'il y a Euliège aujourd'hui. Alors Euliège, je peux vous dire, vous avez vu, ça vient de fermer, mais on savait. On a mis, il y a 2 ans, le Grand Prix d'impertinence à Alain Fribourg, qui a écrit dans mon livre, et puis qui avait écrit le Grand Prix, il n'y a pas d'entreprise mûre, il n'était pas tromblette. C'est un redresseur d'entreprise. Et quand une entreprise est en difficulté, c'est qu'il ne faut jamais l'aider, c'est qu'il y a un déficit de management, il faut d'abord changer ses dirigeants. Et vous alliez sur place, on vous racontait qu'il avait pété un câble, le patron d'Olivier. Il s'était mis à faire la concurrence de ses clients. Et puis en plus, il a été soutenu par Ségolène, qui sont dit c'est pas aux régions de financer des entrepreneurs qui sont défaillants. On voit le résultat, 2 ans après. Et c'est du Montebourg, ça c'est pareil. C'est des gens qui font des choses qu'ils ne connaissent pas. Il ne faut jamais aider les entreprises en difficulté, il faut d'abord changer les dirigeants. C'est du bon sens. Quand Moulinex est tombé, on a oublié que tous les fournisseurs et tous les sous-traitants sont morts, personne n'en a parlé, mais surtout c'est qu'il y a un déficit d'innovation. C'est tout. Alors ce n'est pas les infrastructures qui font le développement. Et puis c'est le développement qui dépend des initiatives locales. Donc il y a des territoires qui sont plus dynamiques que d'autres, parce qu'il y a une dynamique locale entrepreneuriale, tout le Grand Ouest notamment. Il se passe des choses dans le Grand Ouest. Et c'est un tas de facteurs qui sont historiques et culturels. Et ce n'est pas une question de droite ou de gauche, parce qu'il y a des élections, elles sont aussi sévères qu'ailleurs. Mais une fois qu'ils sont élus, tout le monde est derrière ceux qui sont élus pour l'intérêt du territoire. Les Bretons sont divisés entre eux, mais unis vis-à-vis de l'extérieur. Donc ça, c'est ça qui est important.
Pourquoi la France recule? Vous avez un chiffre terrible ici. Le niveau de vie par habitant, PIB par habitant, exprimé en parité de pouvoir d'achat. L'Allemagne était au même niveau que la France en 1980, on était à 20 000 € par habitant. Qu'est-ce qui se passe avec nous? Et puis en 2010, vous voyez que l'on était à 20 000 € par habitant, 10% au-dessus du Royaume-Uni et 10% en dessous des Pays-Bas. En 2010, on est 10% en dessous de l'Allemagne, 5% en dessous du Royaume-Uni et 20% en dessous des Pays-Bas. Ce n'est pas en ramant moins qu'on avance plus vite. C'est tout. La richesse créée par habitant. Alors naturellement, on va vous dire, et c'est des chiffres que j'ai pas eu le temps de développer, vous aurez le diaporama, hein, demain, on va le remettre sur le site. Mais vous avez, il est vrai qu'en France, par actif, on travaille 150 heures de plus qu'en Allemagne. Comme dit Martine Aubry. Oui, mais il n'y a pas assez d'actifs qui travaillent. Ce qui compte, c'est pas par actif, c'est le nombre d'heures par habitant. C'est comme sur un bateau, pour le faire avancer, c'est le nombre de gens qui rament. Même s'ils ne rament pas beaucoup, plus ils sont à ramer, plus ça va avancer le bateau. Notre productivité est apparemment élevée, c'est la valeur ajoutée par actif, elle est élevée, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui travaillent. Ce qui compte, c'est pas la valeur ajoutée par actif, c'est la richesse totale créée, et donc c'est la distance totale parcourue par tous ceux qui courent. Donc on a bien que la productivité, c'est un indicateur d'exclusion du marché du travail. Il n'y a pas de quoi en être fier. Et donc, il faut mettre la France au boulot, notamment par le temps partiel. Et le rapport d'aujourd'hui sur la flexibilité, c'est un rapport de flexi-rigidité, comme l'a montré. Je vous invite à regarder la vidéo d'Olivier Passé, le fils de René Passé, avec Zerfi. Vous verrez, en 2 minutes, il vous explique pourquoi on a fait tout le contraire de ce qu'il fallait faire. Sur le marché du travail, on sait bien ce qu'il faut faire. Il faut aider ceux qui sont out à rentrer. Et puis ceux qui sont dedans, c'est pas la peine de les protéger plus. J'ai longtemps que j'expliquais que la sécurité des uns se nourrit de l'insécurité des autres. Or, on a renforcé les acquis de ceux qui avaient déjà un emploi, les insiders, et on n'a pas développé ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire renforcer le temps partiel, parce que le meilleur moyen de remettre les gens au travail, c'est de les mettre en temps partiel comme en Allemagne. Il y a plus de temps partiel en Allemagne et aux Pays-Bas. Mais le moyen de développer ses compétences, c'est de remettre un pied dans le marché du travail. Et le temps partiel, ça permet aussi de s'ajuster aux à-coups de la conjoncture. C'est du chômage partiel à ce moment-là. On sait bien tout ça, mais on refuse de l'entendre. Donc on a des records, à l'exception française. Pas assez de fourmis actives, des emplois, peu d'emplois à temps partiel, un chômage longue durée élevé, des revenus d'assistance peu incitatifs, un RSA à 26 heures a plus d'avantages complets qu'un SMICAR. Pas ce papier, mais parce que le SMICAR, il a droit au RSA, mais il n'en veut pas. Il ne va pas aller, lui, il est digne, il ne veut pas devenir un assisté, donc il refuse d'aller demander une prime, qui n'est pas une prime d'emploi, qui est une espèce d'aumône, qui est le RSA, la partie active. C'est la raison pour laquelle les SMICARds touchent moins de fait. Il y a 500 000 ayants droit du RSA qui y renoncent parce qu'ils ne veulent pas aller dans l'assisté, ils vivent de leur travail. On voit bien qu'on a créé des files d'attente. On a 2 mois, pas 2 mois, on a 2 semaines de files d'attente dans les CAF à cause du RSA. Et ils n'arrivent pas à résorber. Parce que c'est un truc sur mesure à chaque fois qu'il faut recalculer presque tous les mois. Voilà, alors le coût du travail, on n'est pas prêt de redevenir compétitif. Vous voyez, le coût du travail dans l'industrie manufacturière en 2000 par rapport à l'Allemagne, on était 10% moins cher. On était moins bon, mais on était 10% moins cher, ça passait. Maintenant, on n'est pas meilleur, mais on est un peu plus cher, ça passe plus. Et puis c'est pas un véhicule haut de gamme, hein. Volkswagen, ils ont mis 7 000 € par ouvrier. Hein, c'est tout, c'est qu'on n'est pas bon. Et l'ensemble de l'économie, on était 10% moins cher pour les services, globalement, et on est 10% plus cher maintenant. Or, l'écart, la séparation qu'ont certains entre le secondaire et le tertiaire est assez illusoire, car en réalité l'avenir n'est ni au secondaire ni au tertiaire, et il est au quaternaire. Vous savez ce que c'est que le quaternaire? C'est vendre un service qui incorpore des biens. Quand Michelin loue les pneus à l'usage aux transporteurs, il vend un service. Il a intérêt à fabriquer des pneus qui durent le plus longtemps possible, plutôt que des pneus qui s'usent le plus vite possible. Bref, on change complètement de paradigme de consommation et de production. Il faut tout raisonner en termes de quaternaire, maintenant. Et on n'achète plus une photocopieuse, on loue l'usage
La photocopieuse, c'est la même chose. Mais simplement, si on n'est pas compétitif sur les services, on ne sera pas sur l'industrie dans le quaternaire. Donc c'est l'erreur de Montebourg. Il n'a pas compris. Évidemment, il a appris l'économie dans les bouquins. Alors, d'ailleurs, il y avait une députée, je ne sais pas son nom, mais c'est une jeune députée de gauche, issue d'un département du Sud-Ouest, je fais une émission de télévision avec elle, et qui me dit, Julie, il y en a qu'un qui connaît l'économie dans les ministres. C'est Cahuzac. Elle m'a dit, encore. Maintenant, il n'y en a plus aucun. Elle est à la commission des finances. Donc, il y a un vrai problème de compétence aujourd'hui. C'est ça qui est dramatique. On s'en fout que c'est un vrai problème de compétence. Et ça, finalement, on devrait prendre que des politiques qui se sont enrichis, ils auraient montré leur capacité à s'enrichir. Il faudra demander comment ensuite. Alors, l'insoutenable croissance. Rétrospectivement, j'ai honte quand je pense à ce que disait Madame Lagarde. En 2010, elle disait « La France a des meilleurs amortisseurs de crise que l'Allemagne. On faisait 1,5% de croissance, l'Allemagne faisait moins 5%. Et nous, on faisait 1,5% de croissance, c'est discret. 1,5% de croissance avec 7 points de déficit public. On arrosait le désert avec 7 litres d'eau, on récupérait qu'un litre et demi. Mais les 7 litres, il faudra les rembourser. Vous vous rendez compte? Et en plus, ça ne suffisait même pas à payer le service de la dette, puisque c'est 2,5 points de PIB. Donc on en est là aujourd'hui. Vous voyez bien que les années qui viennent, jusqu'en 2017 au moins, parce que ça fait 30 ans que ça durait, qu'on vivait sous la morphine de la dette. Et qu'on croyait avoir une croissance, en fait non, c'était un emprunt sur les générations futures. C'était complètement malsain. Il n'y a plus un rond. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais il y a l'histoire qui est là pour nous enseigner. On va ruiner les rentiers, c'est commencé. On va désannexer les retraites à 2%, ça va quand même assez vite. Hein? Ça va assez vite. Les fonctionnaires, il y a longtemps qu'ils sont désindexés. On ferait mieux d'en garder moins et les payer mieux, ceux qui restent. On fait tout l'inverse. Déficit public 90% du PIB, ça a commencé de toute façon sous Giscard, cette histoire. On a refusé le premier choc pétrolier. On a commencé, on a refusé. Et on ne peut pas, donc je crois qu'on ne peut plus maintenant financer la croissance par la dette. Donc on aura du 0 ou du 0,5. Peut-être qu'un coup on aura 1 par hasard, comme force de rappel. Mais comme on n'est pas en plus compétitif, on ne peut même pas être tiré par la grande exportation. Vous voyez bien, parce que pour retrouver la compétitivité, il faudrait remettre la France au boulot, dire on s'est complètement planté. Vous savez ce qu'ils me disent mes copains de gauche, parce que j'en ai gardé pas mal, parce que moi j'étais en 81 à la Bastille. Ils me disent, le problème c'est que la droite n'a pas supprimé 35 heures, donc c'est difficile de le faire. Mais authentique. Vous me dites, je suis d'accord avec toi, c'est 35 heures, mais je ne dirai pas à la télé. C'est le mensonge. Il faut mettre la France au boulot. La vérité, c'est dire aux Français, demain il faudra travailler plus pour espérer ne pas gagner moins. C'est ça la réalité. Et quand on dit à Madoff, de vous est venue l'idée de rémunérer les premiers investisseurs avec l'argent des derniers, il répond du régime de retraite par répartition des Français. Tant qu'on y soit, on ne s'ennuie plus. Voilà. Donc il faut suivre la fin de la récréation. Mais la bonne nouvelle, c'est que le mal est en nous, les solutions aussi. C'est pas le reste du monde qui est coupable. C'est qu'on n'a pas fait nos réformes. On n'est pas encore au fond de la piscine. Et la réalité du terrain dépasse la fiction des idées. C'est le dernier point qui va me prendre le reste de la soirée. C'est que quand on rêve de quelque chose, ça existe déjà quelque part. C'est ce que j'avais dit à Martine Aubry. Quand on a une bonne idée, en général, d'autres l'ont eu et quelque part ça marche. Il m'avait dit Yavol. J'ai dit oui, il y a un corollaire à ça. Quand on a une idée qu'on croit bonne et qu'on est la seule à l'avoir, c'est qu'elle n'est pas si bonne que ça. Ah oui, c'est ça qui est ennuyeux. Donc 5 clés pour réussir l'avenir. Il y a de richesse que d'hommes éduqués, épanouis, porteurs de projets et de confiance. Alors, on a un problème. Il aura le jour qui m'a reçu gentiment d'ailleurs. Il est très à l'écoute, il n'est pas jacobin. Il vient de nommer d'ailleurs Jean-Pierre Aubert à une mission là, sur justement l'anticiper les mutations,
il fait remonter les bonnes nouvelles de la France d'en bas. Donc il n'est pas jacobin, enfin il est entouré que de ça. Et on a un problème de ceux qui disent, ah oui, on est meilleur démographique des autres. Mais non, je dis le problème c'est que la condition qu'on les éduque. Parce qu'on a 25% d'enfants qui sont nés d'origine étrangère en France. Tant mieux, c'est un plus si on arrive à les éduquer et à les intégrer. En Bretagne, ça va. Parce qu'ils ne sont pas trop nombreux. Quand il y a trop de sable, le ciment ne prend pas. Ah oui, c'est ce que je dis, mais c'est évident. Et en Ile-de-France, le ciment ne prend pas du tout. Parce qu'il y a 40% d'enfants, y compris en Paris intramuros, de naissance de moins de parents d'origine étrangère. Comment voulez-vous faire l'intégration dans des classes où il y a 90% d'enfants non francophones? On peut le faire à condition d'avoir un volontarisme politique fantastique. C'est ce que fait à Chartres. Je raconte l'histoire du maire de Chartres, député maire de Chartres, qui construit la mixité sociale dans sa ville. Il a construit parce que lui, il est marié avec une black. Il a 4 enfants de 4 couleurs différentes. Donc il est bien légitime pour intervenir là-dessus, parce qu'on ne pourra pas l'accuser. Et on veut rigoler en termes d'habitat, etc., de logement, et de coûts, etc. Il faut être très volontariste, on ne peut pas laisser faire le marché. Le marché est aveugle au long terme, le marché il voit la rentabilité à court terme. Donc il faut une volonté de faire et farouche pour faire l'intégration, pour éviter qu'il y ait des concentrations dans les classes et dans les écoles, et dans les quartiers. C'est ça la vérité. Et comme on ne l'a pas, qu'on se voile la face à ces problèmes, avec une élite qui envoie ses enfants à l'école alsacienne, comme c'était le cas de Ségolène, chauffeur. Et c'est pas une question de droite ou de gauche, c'est juste pour donner des exemples. On devrait donner les noms des enfants d'ailleurs qui sont dans certains établissements. Sauf qu'il y en a qui s'arrangent pour avoir deux noms dans une famille et mettre ce nom l'autre qui n'est pas connu. Non, mais c'est comme ça que ça marche. Il y a une espèce de cynisme des élites, bobos et autres, vis-à-vis des réalités. On est dans un système de reproduction sur elle-même de la classe sociale dominante, comme disait Bourdieu. C'est pas grave si c'était pas au détriment de tous les autres, qui sont des frustrés des écrits de la course au diplôme et de l'échec scolaire. La violence que vous ressentez quand vous ne comprenez rien à ce qui se passe, quand vous êtes en 6e. Moi j'ai vécu au Muro, ils le racontent, les copains qui sont là-bas, le maire actuel. Vous comprenez? Donc ça se fabrique. Et ça fabrique de l'exclusion, donc il y a un vrai problème aujourd'hui. Alors juste un chiffre. Aujourd'hui, quand vous élevez vos enfants, vous touchez de la collectivité 3 à 5 000 euros pour compenser partiellement le coût de l'enfant. Quand la famille est défaillante, l'enfant dans une famille d'accueil payée par le conseil général, c'est 20 000 euros. Dans un centre, dans une structure d'accueil avec des travailleurs sociaux, c'est 50 000 euros par an. Donc c'est le coût d'une famille qui est colossal. Et quand l'enfant est pré-délinquant, qu'on le met dans un centre éducatif fermé, ça coûte 200 000 euros à la collectivité. Vous voyez le coût énorme de la non-famille, de l'échec de l'éducation. Du fait qu'actuellement, on n'aide pas assez les familles normalement constituées à élever correctement leurs enfants. On est dans un système de réparation et pas de prévention. Et ça coûte la peau des fesses. Donc, notre bonne démographie n'est pas nécessairement un atout si on n'arrive pas à les éduquer. Les Allemands, ils ont moins d'enfants, mais ils font venir 150 000 jeunes Espagnols, éduqués, prendre les meilleurs, pour travailler, des Gastarbeiters. Donc, moi, je préférais prendre des Gastarbeiters formés que d'éduquer des gamins que je n'arrive pas à éduquer. Vous voyez ce que je veux dire? Quitte à leur faire épouser ensuite les jeunes Allemands des Mädchen qui subsistent. Bon. Alors, je raconte toutes ces histoires. Ville de Chartres, Jean-Pierre Gorge, qui est compétent, lui. Et je raconte aussi bien des histoires de mecs de droite ou de gauche, je m'en fous, vous avez compris que la question n'est pas là. Jean-Pierre Gorge, c'est un ancien ingénieur système, un ancien cadre du Crédit Agricole. Donc, quand il négocie les parkings avec Vinci, il sait calculer les taux d'actualisation, il gagne de l'argent, enfin il va en gagner, il n'est pas toujours en train de payer. Lorsqu'il négocie aussi, enfin bref, il a arrêté le clientélisme aussi, il a baissé les impôts chaque année depuis 10 ans. C'est pas difficile, vous arrêtez de subventionner des associations et de recruter des gens pour faire plaisir à tel ou tel. Et chaque fonctionnaire en moins, parce qu'il y a une aglo de 200 000 habitants maintenant, chaque fonctionnaire en moins, c'est 150 000 euros d'économiser. Pas seulement son salaire, mais tout ce qui coûte, son bureau. Et puis ce gars-là est disponible pour autre chose, il faut développer l'emploi privé à côté. D'autres exemples que je vais développer aussi. Il faut développer les crèches. Alors j'aime bien aussi raconter où est-ce que est l'histoire de Pierre Choux, un type extraordinaire, Pierre Choux, à Dijon.
Pierre Chouk, c'est un ancien animateur de rue qui s'occupait des loupards il y a une quarantaine d'années et s'est rendu compte que pour les mettre au boulot, il fallait les accompagner au travail. Et donc, pas simplement dans les camps d'été où il faisait de la randonnée. Et donc, il a développé pour eux des entreprises d'insertion, le groupe ID, société du MEDEF, un groupe d'insertion. Il réinsère 1000 personnes équivalent temps plein par an. Ça coûte 6 000 € par emploi marchand créé, sur que des emplois marchands, dans le tri de déchets, dans la restauration collective, dans le déménagement, la rénovation d'immeubles, etc. Et ils désespèrent. Alors on ne voit que des gens qui sont envoyés par Pôle emploi avec un truc inemployable, un tampon quasiment inemployable. C'est pas une étoile jaune, mais c'est presque. Et lui, il a compris qu'il fallait s'occuper de quelqu'un qui est inemployable, c'est devenu un blessé de la route sociale et familiale. Il y a une histoire, il faut en tenir compte. Il faut faire du sur-mesure dans l'accompagnement. Et ça marche. Ça coûte 6 000 € par personne qui a mis en selle, et au bout d'un an, ça rapporte 2 fois plus à la collectivité en charge. Il l'a montré. Il n'arrive pas à faire remonter ce truc-là. Il a dit pourtant Sapin, c'est un camarade de gauche, il a vu Sapin en juillet, il l'a envoyé à Bercy. Il a été reçu par les plus serrés de Bercy qui lui ont dit « Mais pourquoi on ne fait pas ça gratuitement ?» Il a failli leur casser la gueule. Parce qu'ils n'ont pas compris que l'accompagnement, c'est un vrai métier. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a un vrai problème dans ce pays, c'est faire remonter d'en haut les choses qui marchent bien en bas. On a tout essayé pour l'emploi, ce que j'ai dit à Hérault, sauf ce qui marche en bas. Et il n'y arrive pas, parce que c'est bloqué. On a la même chose au CNAM avec Ardent, l'Action régionale pour le développement d'activités nouvelles, CNAM Entrepreneur. Ça fait 25 ans que Bouli, il y a dans 11 régions, il n'arrive pas à remonter. Là, on va essayer de remonter un peu maintenant. On n'y arrive pas. Ça n'arrive pas. Pourquoi? Parce que dès qu'il y a un truc qui est bien, qui vient d'ailleurs, c'est tué par les... En fait, il y a aussi tout l'argent de la formation professionnelle, tous ces dispositifs dans lesquels il y a un tas de sangsues qui sont accrochés, et dès qu'on touche à leur gâteau, ils tirent. D'abord, la première chose, quand vous aidez les entreprises à développer, à réveiller les projets de leurs membres dans leur tiroir, ils commencent par vous dire que c'est de l'aide aux entreprises, au lieu de l'aide à l'insertion. Comment on appelle les choses, la manière de nommer les choses change la réponse. Donc on sait ce qu'il faut faire, mais on n'a pas le courage de le faire. Et puis donner l'exemple, les crèches privées. Pourquoi est-ce que les crèches privées coûtent 2 fois moins cher à la collectivité que les crèches publiques? Babylou, il ne serait pas comme le Babylou là qui vient d'avoir un Baby sans Y. Les frères Rodolphe, les frères Carr. Eh bien, c'est simplement d'abord parce que toute place de crèche publique coûte 25 000 € par berceau à la collectivité, alors qu'une crèche privée coûte que 17 000 €. Avec les normes comparables, simplement l'élu public qui fait une crèche, il a l'impression qu'il fait un monument aux morts. Il fait ça pour l'éternité. En marbre ou je sais pas quoi. Ça coûte plus cher. C'est plaisir, un truc à inaugurer. Et son nom. Et puis ensuite, les crèches publiques ne marchent que 2 tiers de leur capacité, alors que les crèches publiques privées marchent à 90%. Pourquoi? Réfléchissez. Personne n'a d'idée? Ben, l'absentéisme. L'absentéisme, c'est d'ordre de 10 à 15% dans le public et c'est d'ordre de 3% dans le privé, tout simplement. Donc ça explique que... Donc, alors, je me fous de savoir si c'est privé ou public. Il y a un vrai problème aujourd'hui dans les administrations et dans les collectivités publiques où il y a un déficit de management. Mais comment voulez-vous qu'un préfet de région qui passe en moyenne 15 mois par territoire, dans chaque région, quand il y est, pas de vague pendant que j'y suis. Donc celui qui a la haute autorité, finalement, il ne veut surtout pas bouger. Donc il y a un vrai problème aujourd'hui de changement complètement de mode de management des administrations. Et en Suède, on a un bel exemple. Au nom de l'égalité de traitement des citoyens, on a supprimé le statut de la fonction publique. On a donné à tout le monde un contrat à durée indéterminée. Vous voyez, c'est des pistes intéressantes à évoquer, naturellement, puisqu'en plus c'est la Suède. La tectonique démographique. La Chine va venir très vite être dépassée par l'Inde. La Russie, ils sont morts. 25 millions de Chinois en moins, de Russes en moins. C'est le mauvais alcool. Et les Japonais, ils ne se reproduisent plus. 30 millions de Japonais en moins d'ici à 2050. C'est-à-dire qu'il y a eu 30 000 morts avec Fukushima, on en parle beaucoup, mais les 30 millions de Japonais qui vont disparaître, personne n'en parle. C'est marrant. Et puis,
Nous, en Europe, eh bien, on s'élargit avec une baignoire qui se vide, les pays de l'Est, donc on n'est pas bon non plus. Et puis l'Afrique va augmenter d'1 milliard. 1 milliard d'Africains en plus. La tête de pont est là. Alors, les croissances dans le monde, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a quand même des pays où ça marche bien aujourd'hui quand même. La Chine est à 7,8% de croissance du PIB. Le Japon, ça va moins bien. La Russie, ben, c'est un pays pétrolier, donc à 3,6. C'est pas si mal. Et puis les États-Unis et Canada, c'est pas si mal non plus. Voilà. Mais l'Europe, évidemment, est à 0%. C'est terrible. Ça. Mais c'est le vieillissement, c'est le refus d'avoir fait des réformes. En tout cas, on est une zone de dépression démographique, autant trouver une zone de dépression. Donc on va avoir des flux migratoires importants. Donc, vous voyez, si on est clair vis-à-vis de l'immigration, moi je suis pour une immigration réussie, puisqu'on n'a pas le choix, de toute façon elle viendra. Et on va manquer de bras et de cerveau. Je vais manquer de bras et de cerveau, vous voyez, on va manquer de 25 millions d'adultes de 25 et 54 ans entre 2010 et 2030, pour l'ensemble de l'Europe. Donc, il faut ouvrir les frontières, mais peut-être les ouvrir de manière un peu sélective. Comme le font d'ailleurs les personnes choquées par les Canadiens ou les Australiens. Qu'est-ce que vous apportez au pays? Et un retraité qui arrive, il faut qu'il aille avec la manette, autrement c'est pas la peine. Et puis les jeunes, ils vont être rares. Puis les plus anciens, il faudra les garder plus longtemps au boulot. Puisqu'on va manquer d'abord, ils vont manquer de revenus. Et il va falloir organiser dans les entreprises ce que j'appelle le slow biz. Travailler à son rythme, slow business. Faire en 40 heures ce qui n'en prend en 35. Travailler au pas de sénateur. Ben oui. Redécouvrir le plaisir du travail le samedi. M'emmener au bureau pour le plaisir. Oui. C'est une forme de lien avec les collègues. Finalement, on ne travaillait pas tellement. Mais on parlait des choses. Non? T'as pas connu ça? Oui, moi aussi. Bon. Il paraît qu'avec des nouveaux pères, maintenant c'est différent. Bon. Les nouveaux pères, ils sont pas tellement différents de ce qu'on était, puisque 80% du travail domestique reste fait par les femmes. Donc, s'il y a qu'il faut du sport avec les enfants, on regarde la télé avec eux. Il y a des matchs à la télé, il y a un truc comme ça. En tout cas, il y a tout le problème du vieillissement, et puis le problème de la solitude, il est plus de 80. Je n'ai pas le temps de développer ça. Maintenant, j'en ai ce rapport, Libérer l'innovation et les territoires. Le rapport du CAE est téléchargeable de 500 pages gratuitement, et si vous voulez un petit rapport à 9 € à la documentation française, c'est plus facile et plus lisible. Alors, ce qu'on a montré dans ce rapport, je suis membre de l'Académie des technologies, je ne sais pas si on l'a dit tout à l'heure, peut-être pas, c'est l'occasion. On a montré un truc, on a présenté ça dans l'Académie, c'était important pour moi parce que je savais ça, mais il y a longtemps que ça n'a pas été validé. J'avais un groupe de travail d'une vingtaine de collègues, et on a montré que l'innovation n'est qu'à 20% technique et à 80% sociale, organisationnelle, commerciale et financière. Donc il y a un mirage technologique dans notre pays qui consiste à confondre innovation et technologie. Ça c'est très important, parce qu'on fait tellement de conneries. On est réputé pour notre succès technique et nos échecs commerciaux, c'est pas par hasard, parce qu'on confond tout. Ce qui compte, c'est pas d'avoir des idées, c'est d'être capable de prendre les idées des autres pour les transformer en réponse à des problèmes marchands non résolus. Et donc à l'origine, c'est pas grave de ne pas avoir de centre de recherche, à l'origine des 3/4 des innovations des entreprises, on ne trouve pas la science pure, mais les clients, les fournisseurs et les salariés. Il faut écouter son environnement. Il faut écouter les clients, les fournisseurs. Et puis l'innovation ne pousse mieux, c'est comme les champignons. Moi je suis un mycologue averti, j'ai fait 13 kg de cèpes ces années. Elle pousse mieux dans les territoires créatifs avec le but du lien et l'harmonie sociale. Il faut des conditions d'ambiance et d'environnement. Les gens ne sont pas créatifs dans le boulot s'ils sont stressés à la sortie, si on a peur de se faire casser la gueule, ou s'il y a une insécurité des biens et des personnes. C'est un des messages importants qu'on va montrer maintenant avec des cartes, c'est que les pôles de compétitivité de demain seront d'abord des pôles de qualité de vie ou ne seront pas. Donc c'est très important pour vous en tant qu'entreprise, et je sais bien qu'il ne faut pas trop le dire, dans certaines entreprises ils me disent ne dites pas trop, parce que je vais dire des choses qui ne sont pas tellement pour l'Île-de-France. Mais bon, je parle librement, je n'ai pas de censure ni d'autocensure. Tous ceux qui peuvent fuient l'Île-de-France, vous allez voir, y compris vos employés, pour des raisons de conditions de vie. Parce que c'est pas possible de vivre, de se loger décemment, sans qu'on ait des salaires importants, mais du moins quand on a des salaires importants, on n'a pas besoin de dépenser. Alors,
l'innovation, c'est prendre des idées des autres pour répondre à un besoin. Ce qu'il faut, c'est quelques chercheurs, parce que pour copier les autres, il faut savoir lire. L'ambition d'un chercheur, c'est pas de devenir entrepreneur, c'est de se faire reconnaître par ses pairs. Donc un chercheur, il donne toutes ses idées à ses collègues. Et donc ça, c'est pour copier, il faut savoir lire, c'est très important. Et la qualité de vie que j'ai évoquée, c'est fait de quoi la qualité de vie? C'est l'harmonie et la cohésion sociale, la production de biens porteurs de liens, la sécurité des biens et des personnes, l'intensité des liens associatifs et culturels et des inégalités pas trop fortes. Quand ces conditions-là sont réunies, les gens sont à peu près heureux. Ce n'est pas une question de soleil. Et là, on va montrer des cartes. Les cartes, c'est des travaux de mon collègue Laurent Davzy. Je ne sais pas qui connaît Laurent Davzy ici. Personne? Il y en a ou deux. 30% des revenus d'un territoire, c'est des revenus de retraités. 30% des revenus d'un territoire, c'est des revenus de fonctionnaires ou d'autres transferts sociaux. C'est-à-dire que 60% des revenus d'un territoire sont des revenus de transfert. Il n'y a que 40% des revenus d'un territoire qui viennent de la production marchande du territoire. Dans la moitié, une production marchande au service des gens qui sont là. Ça veut donc dire qu'il n'y a plus que 20% des enjeux de revenus d'un territoire qui viennent de la production exportée dans les fameux pôles de compétitivité. Il y a 80% qui viennent de la présence des gens sur le territoire, ce qu'on appelle l'économie présentielle. Et à ce moment-là, c'est très intéressant de regarder. On va rappeler d'abord ce qu'on oubliait, c'est que la population de la France a fortement augmenté depuis 1946, et on est entre 1946 et 2010, on a augmenté de 60% de la population. Ça va continuer d'ailleurs, en 2040. Le nombre de ménages va augmenter, on va passer de 25 millions de ménages à 30 millions. C'est des ménages de plus en plus petits. Vous savez que les logements, au lieu d'avoir 20 mètres carrés par habitant comme en 1980, on a 40 maintenant aujourd'hui. C'est pas que les appartements sont devenus plus grands, c'est qu'on est moins nombreux dans les appartements. On est tout seul. À Paris, un ménage sur deux, c'est une personne seule. Living apart together, comme ils disent. Ils vivent séparés, mais ensemble. C'est-à-dire qu'ils se voient de temps en temps pour un truc ou deux, quoi. Voilà. Heureusement, il y a les cours du CNAM. Oui, j'ai découvert que ceux qui venaient le soir au CNAM, c'était un lieu où on apprenait pour pas cher et on faisait du lien social, en plus gratuit. Et si vous avez donc chez vous, ça arrive de temps en temps, une fille qui a 35 ans, a 3 masters, vous dites halte au feu, vous l'envoyez, moi je l'explique, elle s'inscrit en sciences dures, résistance des matériaux, elle ne comprendra rien, mais à la fin de l'année, elle ne sera pas toute seule. Vous avez résolu un problème énorme. Vous mieux ça que de débaucher un cadre avec 3 enfants qui est dans la quarantaine dans l'entreprise, ça ne se fait pas dans la paroisse. Donc vous l'envoyez au CNAM. Toutes celles qui ont un petit problème, là. C'est intéressant, ça. Et que je vous raconte ça en rigolant, mais c'est du vécu. Hein. J'ai découvert qu'ils venaient au cours du CNAM, pas seulement pour le plaisir d'apprendre. Ils venaient chercher du lien social. Alors, quand on regarde les territoires en France, en Ordonnée, vous avez la population. En abscisse, la croissance moyenne du PIB. Toutes les régions qui sont ici, j'enlève les dom-tom pour l'instant, qui vivent sous perfusion. Toutes les régions qui sont ici sont les régions au sud de la Loire. Hein, vous avez la Pays de Loire, Bretagne. Alors Bretagne, pas au sud de la Loire, mais c'est que la Loire passe trop au sud. Languedoc, Roussillon, Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes, etc. Et donc vous avez ici l'Île-de-France, c'est 29% du PIB, c'est là que vient la richesse créée. Là que viennent les transferts. 29% du PIB, 22% des revenus distribués. Et puis toutes les régions industrielles derrière, la Lorraine derrière. Il y a des déclins démographiques et des déclins relatifs du PIB. C'est terrible ça, comme image. On voit bien. Alors où sont les populations? Bon, là c'est la densité de population, on voit les tracés d'autoroute. Autoroute ici jusqu'à Nantes, Rhône-Alpes. On voit que c'est le nord qui est fécond, mais c'est le sud qui se repeuple. Le nord qui est fécond, il y a la Mayenne qui est bien placée, le Loir-et-Cher aussi, où j'ai vécu. C'est pas parce que j'ai vécu. Mais, bon, et puis on voit ici les territoires qui sont birépulsifs en bleu. Les jeunes et les vieux s'en vont. En jaune, les jeunes s'en vont. C'est pour le passé, ça. Et puis en marron, c'est attractif pour les seniors. C'est là où on peut laisser les clés sur la voiture sans jamais piquer. Ça, c'est pas mal. Le Cantal. Et puis Marseille, qui est toujours un territoire particulier.
Et puis les cartes du futur, très important cette carte-là. On voit donc en gros, on a tout ce qui est au sud de la ligne Saint-Lô, Genève, ça va mieux qu'au nord. Quelques exceptions près. L'arc atlantique. Alors, si vous achetez une résidence secondaire, il vaut mieux l'acheter sur la côte atlantique, là, que l'acheter dans les Ardennes. Parce que dans les Ardennes, c'est pas cher, vous en vendrez encore moins cher. Ah oui. C'est tout le principe. Alors, la ville la plus vieille de France aujourd'hui, c'est pas Menton, c'est les Sables d'Olonne. Ils ne veulent pas que ça se sache, mais il y a pourtant un décret qui interdit, municipal, qui interdit les planches à roulettes sur le Remblai, parce qu'il y a trop de col du fémur fragile. Et la carte politiquement incorrecte, c'est celle-là. Et ici, la carte des départements qui voient les retraités s'en aller, alors l'Île-de-France massivement, vous voyez. 25% des retraités de l'Île-de-France sont bons. Et pourquoi? Parce que c'est la carte des zones urbaines sensibles. C'est-à-dire que le retraité, quand il y a de l'insécurité, il fait une ou deux mains courantes, et puis ensuite il plie les boules. Donc la sécurité des biens des personnes, non mais vous voyez, c'est la réalité. Et pourquoi est-ce que l'île de Ré coûte cher? Parce que les gens vivent entre soi et il y a un pont-levis. Il n'y a pas de gitans qui rentrent, parce qu'ils ne pourraient pas ressortir avec quelque chose. Oui, parce qu'on passe. Mais oui, il n'y a jamais de gitans. Là, ils n'ont pas l'habitude de payer les péages. Donc, ils ne doivent pas passer. Et ça, c'est pas écrit, mais ça se passe comme ça. Donc, c'est très inquiétant, ce qu'on appelle l'apartheid urbain. Très inquiétant. Alors, le départ d'actifs de l'Île-de-France, toujours plus de partants que d'arrivants, et toutes catégories professionnelles confondues, entre les deux recensements. Donc, il y a un vrai problème pour l'Île-de-France. L'Île-de-France ne se dépeuple pas, elle se colore. Ah oui, ça vous fait rire. Voilà. Et donc, l'Île-de-France, si elle s'essouffle, c'est quand même la dynamique, c'est la locomotive économique. C'est un vrai problème. Moi, je suis revenu dans l'Île-de-France, j'ai parti 15 ans à Vendôme, le temps des balançoires. Ma femme commençait à s'ennuyer, donc je suis revenu parce que quand une femme s'ennuie, il ne faut pas attendre qu'un copain l'amuse. Bon. Mais j'ai eu du mal. Alors ici, les cartes de 2040, vous voyez, d'après l'INSEE, il n'y a plus de diagonale du vide. Même le massif central se repeuple. Les vieux croissent et se multiplient, comme disait Mandras. Il y a toute une... Alors il y a un autre phénomène intéressant, c'est que les populations, les inégalités de patrimoine, c'est le meilleur outil d'aménagement du territoire qu'on ait jamais connu. Parce que quand les gens vendent leurs biens, ils deviennent riches en capital, enfin, ils fluidifient leur patrimoine. Par exemple, quelqu'un qui n'a plus les moyens, qui a une retraite faible et qui possède une maison à Biarritz, va la vendre pour s'installer non pas à Pau mais à Tarbes. Parce qu'il réalise son foncier, il peut se payer des services aux personnes, hein, et puis les Pyrénées sont aussi belles vues de Tarbes que de Pau. Voilà. Donc là, il y a un repeuplement des territoires. Et je vais vous faire une confidence, quand vous arrivez avec une canne pour vivre à Cannes, vous ne traversez pas au Nice, vous ne traversez pas la Croisette avec une canne et un sac à main 2 fois. Forcément, quelque chose qui se passe. Donc vous vous installez en Creuse. Quand vous vous installez en Creuse avec une canne, vous prenez un coup de jeune parce qu'il y a plein de gens en déambulatoire. Le premier employeur, c'est les services aux personnes. Non, mais c'est authentique. Et les gens respectent les passages piétons. Ah oui, mais c'est du vrai, ça. Alors, les auto-entrepreneurs, il n'est pas content de la Belle-Île, parce que j'ai publié ça dans les Échos le jour. Ben, on n'a que 40% des auto-entrepreneurs qui sont sans activité. Donc, en fait, il y a 300 000 auto-entrepreneurs, mais non, dont 40% qui ne seront jamais actifs. Donc, c'est du pipeau. Il y a 33% des créateurs qui sont des chômeurs. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Beaucoup de gens se créent leur propre emploi. Au passage, d'ailleurs, 60% des entrepreneurs sont des solos. Donc, il ne faut pas le saut de la première embauche. Chez Ocnam, on a créé l'université des métiers pour former des gens qui sont des bac -3 à devenir des licenciés en licence métier et devenir un peu plus entreprenants, hein, et recruter des gens. Mauvaise nouvelle aussi pour Nouvelle-Île, seuls 4% des auto-entrepreneurs changent de statut. Donc en réalité, c'est une double activité pour un complément de revenus des salariés, des retraités et des fonctionnaires. Donc c'était pas mal, mais voilà, c'est limité quand même. Et puis il ne faut pas beaucoup d'argent pour créer une entreprise, mais plus on met d'argent dans la balance, plus on fait attention à ce qu'on fait, donc moins il y a d'échecs. Et tout problème de l'accompagnement, naturellement.
Donc il faut aider les entrepreneurs à devenir, les créateurs à devenir entrepreneurs et un peu plus innovants. Et l'action publique est trop centrée sur les chômeurs ou l'innovation technique. Voilà, j'aime bien aussi présenter cette matrice d'Ansoff. Il ne faut jamais vendre un produit nouveau sur un marché nouveau. Jamais de double saut. Il faut vendre un produit nouveau sur un marché qu'on connaît bien, ou s'attaquer à des marchés nouveaux avec des produits confirmés. Mais on ne vend pas un Rafale au Brésil. C'est nouvel. En tout cas, c'est dur. Le triple saut, c'est vendre un produit nouveau sur un marché nouveau avec des hommes et des femmes qu'on n'a pas formés. Il y a qu'un triple saut avec des techniques qu'on ne maîtrise pas et qu'un triple saut dans une langue qu'on ne connaît pas. Sur le plan personnel, c'est pareil. Je vous conseille de jamais faire de double saut. Jamais à la fois changer de boulot et changer de compagne, l'un après l'autre. Et mon expérience montre qu'il vaut mieux changer de boulot que de changer de compagne. Quand on change de boulot, on peut espérer gagner plus. Quand on change de compagne, ça coûte forcément plus cher. C'est du bon sens, ça. De toute façon, ça ne sert à rien de changer de compagne. Pourquoi chercher ailleurs si un copain finira par trouver la maison? Voilà. Donc ça, vous voyez, moi je fais pas de distinction dans ma tête, en tout cas entre les règles du bonheur individuel et du bonheur professionnel. Parce que c'est le même monde, c'est le même individu. Vous ne pouvez pas être indifférent à ce qui se passe dans la vie personnelle de votre collaborateur. Il ne sera pas motivé au boulot si sa femme a un cancer ou vient de le quitter. Il faut en tenir compte. Donc il faut respecter la vie privée, mais il ne faut pas être indifférent. Mais bien qu'il faut revoir certaines lignes. Et puis je crois qu'il va falloir repenser les choses, penser local pour agir global, donc voir ce qui passe sur le plan local pour reproduire ce plan global. On renverse complètement le slogan antérieur qui était vision globale pour l'action locale. Il va y avoir une relocalisation des activités qui va dans le sens de produire sur place pour ceux qui sont là avec des conditions de traçabilité, de proximité, et puis aussi cesser de vouloir vendre ce qu'on a produit, il faut produire ce qui se vend. Et ce qui se vend, c'est des services et des liens. Voilà, donc les grands marchés de demain, vous les avez vus, la solitude du vieillissement. Bon, nécessité pour l'action, je vais m'arrêter là parce qu'il faut laisser la place aux questions quand même. Il y a un ou deux dessins encore. On a lancé l'appel de Loche et l'action de votation citoyenne avec Pierre Méniery, pour que la compétence l'emporte sur l'appartenance, pour qu'on cesse de mettre des gens dans les cases, pour que la France d'en haut s'inspire de la France d'en bas qui entreprend et innove. Et c'est presque un programme, qui n'est pas un programme politique, un programme citoyen, pour que cessent les exceptions françaises, pour mutualiser les bonnes pratiques et organiser la contagion des initiatives, car vous avez aussi une responsabilité dans vos entreprises, et pour que le courage et le bon sens l'emportent sur le clientélisme. Une fois qu'on a dit ça, je laisse mes propositions, je pourrais les faire. Retenons quelques dessins. Développer et donner du foin aux vaches qui donnent du lait. Aider les entreprises qui marchent à se développer. Voilà, c'est du bon sens. Dans vos entreprises, c'est pareil. Vous avez des centres de profit, perte. Ça ne sert à rien de maintenir en survie des centres de perte qui en font toujours. Il faut mettre de l'argent pour développer ce qui marche. C'est du bon sens. Et puis se poser la question du sens de la croissance. Pendant la guerre de 14-18 à Vendôme, dans Loir-et-Cher, les chevaux étaient réquisitionnés, donc il y avait des taxis-chiens. C'était possible parce que Brigitte Bardot n'était pas née. Aujourd'hui, il y aura un procès, mais on peut se demander si on ne marche pas sur la tête quand on voit le triste spectacle à l'île de Ré, où dorénavant, ce sont les hommes qui tirent les chiens. Voilà, sur ces bonnes paroles, mon site, vous trouverez plein de choses sur mon site, notamment des choses qui ont été financées par ça, les entrepreneurs. Je tiens à remercier Colas d'en faire partie, et Bouygues aussi qui est dans la salle. On a mis en ligne mon livre en 7 langues, la prospective stratégique en chinois, en arabe. Il n'y a pas que le Coran en arabe maintenant, c'est important à dire. C'est la prospective stratégique pour les entreprises et les territoires. Et puis on a mis aussi des logiciels de prospective stratégique en ligne gratuitement en 3 langues. Voilà. Et je vous posais 3 questions. Je vais demander une petite minute de silence avant d'ouvrir le débat. Ce qui vous a surpris dans ce que j'ai dit, ce qui vous a frustré parce que vous n'êtes pas d'accord, vous voudriez en savoir plus, et ce qui peut vous servir dans la vie au quotidien. Alors, je ne sais pas combien de temps on a. On a un peu de temps? Bon. Parce que ce qu'on peut faire à ce moment-là, si vous voulez bien vous prêter au jeu, vous faites 1 minute en silence, vous parlez 2 minutes ensuite à 3 ou 4 autour de vous. Vous allez voir, ça marche bien, c'est une technique que vous pouvez reproduire dans vos entreprises. Et vous allez voir qu'ensuite, ça va partir tout seul. Voilà. Allez, qui veut se jeter à l'eau? Vas-y. Tu te présentes, ceux qui ne te connaissent pas. Guylaine Dissonnier du Cercle Média. Donc ça touche aux ressources humaines. Et on a discuté dans notre groupe sur les fonds de la formation professionnelle. On avait peu parlé. Et de ce côté-là, on est un peu frustré puisqu'il y a une masse considérable
et qui pourrait du reste faire encore mieux que ce que fait Pierre Joux dans la réinsertion. Donc, qu'est-ce que vous proposez pour que cette masse d'argent sorte de ces organismes qui dorment, qui végètent, qui soit utilisée pour la remise et l'insertion des chômeurs au travail? Je crois que Cahuc a fait des propositions, là, Pierre Cahuc, là-dessus. Les rapports existent. Bon, moi, je n'ai pas travaillé cette question particulière, mais tant qu'on laissera entre la main des partenaires sociaux qui s'en servent pour financer leurs propres organismes et leur propre financement, hein, on ne s'en sortira pas. Il faut du courage politique. Et les rapports existent. On a fait des rapports, y compris à l'Institut Montaigne, je n'ai plus en tête par cœur les conclusions. On sait qu'il faut mettre l'argent d'abord en priorité sur ceux qui sont au chômage, et pas ceux qui sont en emploi. On sait. Mais le rapport Perruchot, le dernier sur le financement des syndicats, a quand même été largement enterré. D'ailleurs, je l'ai fait imprimer et je vais aller le voir, Perruchot, parce que maintenant on dit, mais c'était retiré parce que c'était pas. Il y avait des choses fausses dedans. Je crois pas. Mais d'accord, mais j'aime bien vérifier, moi, parce que tant que je n'ai pas vérifié, voilà, donc je suis en train de vérifier. Oui. On a quand même 150 000 jeunes. Présente-toi. On a quand même 150 000 chômeurs aujourd'hui, qui sont donc des élèves qui sortent à 16 ans d'un système scolaire où ils n'ont obtenu aucun résultat. Donc, il faudrait aussi s'occuper de ça. Mais quand même, pour avoir discuté avec un patron du CAC 40 qui avait été chargé par M. Borloo de s'occuper de l'apprentissage, il m'a dit à moi textuellement, il m'a dit, Yvan, l'apprentissage c'est un fromage. Donc le fromage, il profite bien à quelqu'un, mais certainement pas en priorité aux gens qui en ont besoin. Merci. Oui, mais là je pense que vous pouvez, Colas et les autres, expliquer comment vous avez réussi quand même à revitaliser l'apprentissage dans votre domaine, non, me semble-t-il. Non? Tournier. Moi j'ai un exemple précis qui dépend de notre chambre syndicale, de BJO Formation, bijouterie, joaillerie, orfèvrerie. Quand je vois les cours qui sont dispensés, la nature des cours, quand je vois le remplissage uniquement pour vendre des cours, surtout quand le CFA a une casquette aussi d'école privée, c'est dramatique. Je suis d'accord. Voilà. Il y a des formations qu'on maintient pour maintenir des profs en place, on leur donne des élèves. C'est terrible. C'est comme si on opérait les gens de la l'appendicite pour que les chirurgiens aient du boulot. Hein? Bon. D'autres remarques? Pour l'instant, il n'y a que ceux qui me connaissent qui sont intervenus. Alors, un barbuche, je les trouve sympathiques les barbuches. Henri Wallon. Ah oui, je te connais en plus. Je ne te connaissais pas, mais je te connais. J'ai quand même été un peu surpris. Dans ce qui m'a frustré, c'est votre vision de la région parisienne. Je la trouve quand même, je pense que vous avez beaucoup insisté sur les aspects négatifs. Je me demande quand même s'il n'y a pas quelque chose, une énergie qui compense les aspects négatifs que vous avez mentionnés. Et si justement la coloration que vous mentionnez, ce n'est pas un gage de réussite pour le pays à l'avenir. Et j'aimerais vous proposer le parallèle avec l'agglomération de New York, tout aussi frustrante, tout aussi désespérante, en déséquilibre sur tellement de choses, et qui se réinvente malgré tout à chaque génération. Mais attends. Je suis d'accord qu'il y a une visite évangélique, c'est là que se crée la richesse. Donc, voilà. J'étais inquiet, la bonne prévision n'est pas celle qui se réalise, celle qui conduit à l'action pour empêcher qu'elle se réalise. Donc j'ai dit qu'il y avait des tendances inquiétantes. Et j'ai pas dit qu'il y avait une fatalité là-dedans. J'ai dit aussi que le fait qu'Escolor, ce n'est pas un handicap, à condition qu'on s'arrange pour que le ciment prenne. J'ai dit ça, hein, et j'ai même annoncé que de toute façon, il fallait mieux maîtriser le phénomène puisqu'il va continuer. Mais il y a un risque quand même de voir fuir. Que cherche aujourd'hui, moi je connais bien les gens à Montfermeil, qui expliquent les mains de Montfermeil, la population qui habite dans le 9-3, qui veut s'intégrer, elle n'a qu'une seule ambition, c'est passer dans le 92 ou le 77. Et je le comprends. Parce qu'autrement, ils ne veulent pas rester dans l'entre-soi négatif, entre guillemets, où les gamins vont pas être à l'école, mélangés avec d'autres, etc. C'est ça que j'ai voulu dire. Donc, la mixité sociale, ça se construit.
Et ça suppose un pouvoir politique fort et clair dans ses ponts. Ce qui n'est pas le cas actuellement. C'est pour ça que je suis inquiet. On a affaire à un tas de types qui sont quand même, c'est le trouillomètre à zéro. Pas de vague pendant que j'y suis. Et puis en plus, le refus, parfois on peut même penser que j'ai tort d'aborder ce genre de questions. Alors moi je considère que c'est la clé. Une richesse que l'homme éduqué. Alors sur l'éducation, ça a été évoqué tout à l'heure. Quand on dit le taux de chômage des jeunes est 25%, vous avez entendu parler de ce chiffre? Je voudrais remettre les pendules à l'heure. Le taux de chômage des jeunes n'est pas plus élevé que celui du reste de la population active, de 10%. En effet, sur 100 jeunes dans la rue des 16 à 25 ans, il y en a 60 qui font des études, ils trouveront plus ou moins un boulot, à condition d'avoir envie de bosser et pas dire je suis un mec plus 5, je vaux tant. Et les 40 qui se présentent sur le marché du travail, c'est là-dessus qu'on calcule le taux de chômage. Et 25% de 40, ça fait combien? Ça fait 10. Il n'y a que 10 jeunes sur 100 dans la rue au chômage. Pas plus que le reste de la population active. Et en fait, c'est même une bonne nouvelle, c'est moins de la moitié de ceux qui ne savent pas lire, écrire et compter quand ils rentrent en 6e. Ça veut dire que toutes nos petites entreprises, les moins de 20 personnes, celles qui font 96% des entreprises de ce pays, elles ont embauché la moitié de ceux qui ne savaient pas lire, écrire et compter. Parce que ce qui compte pour les entreprises, c'est le savoir-être. Le savoir-faire, on l'apprend sur le tas. Mais ceux qu'on n'embauche pas, ceux qui restent, les 150 000 que tu évoquais qui sont laissés pour compte, c'est parce qu'ils, et ça c'est dur à dire, c'est qu'ils ne sont pas employables en l'état. Le jeune qui donne un coup de boule quand on fait une réflexion, alors on en prend, hein, moi j'ai discuté, je ne sais pas, pas chez vous, mais chez vos concurrents, hein, il y a des mieux-disants sociaux, comme on dit. Bon, on en fait, mais pas vous, mais les autres, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Entre la poire et le fromage, bon, on les fait, on en fait pour avoir le boulot, mais de toute façon on sait qu'ils feront rien. Bon, pas chez vous. J'espère que c'est pas vrai, que c'est possible autrement, qu'il y a un Pierre Choux local qui s'en occupe, parce qu'il y a, comment? Il y a un, tu travailles à Pierre Choux? Ah ben voilà, donc c'est pas une légende ce que j'ai raconté, c'est pas des salades. Et donc, j'aimerais me tromper pour l'Île-de-France, mais il y a 10 ans, j'ai écrit halte à la Seine-Saint-Denis de l'Île-de-France. Et je préférais me tromper, mais je trouve que malheureusement, ce que je vois ne fait que renforcer. Puis la fuite qui continue, t'as vu? Les jeunes, demande à un jeune cadre s'il a envie de venir en Île-de-France. Et surtout, un cadre qui a un enfant. Dès qu'il peut, il s'en va. Et qu'est-ce qu'il fait après? C'est vrai chez EDF, c'est vrai partout. Les techniciens d'EDF, je ne sais pas, il n'y en a pas dans la salle d'EDF, mais il y en a qui vivent dans les caravanes parce qu'ils laissent leur famille en province. C'est comme un oiseau qui laisse son nid dans les conditions de sécurité. Donc il fait la navette en TGV. Alors évidemment, de temps en temps, il fait la navette et puis il finit par avoir une femme dans chaque coin et une famille qui éclate. Bon. Non, mais ça, c'est aussi un problème. Tu fais ça pendant quelques temps, mais pas éternellement. Bon, d'accord. Enfin, il y a des points, je suis dit, l'Île-de-France, et il y a des atouts fantastiques sur le papier, effectivement. Mais quand même, les trois. Moi, je suis contre le Grand Paris. Parce que les trois, il faut toujours poser la question que posait Bastia au siècle dernier, avec le même argent, qu'est-ce qu'on pourrait faire ailleurs? En dynamisant toutes les villes à moins de 2 heures de Paris. Car quand tu vis à Angers ou à Nantes, tu es aussi bien branché sur la mondialisation que tu l'es à Paris. Et même tu es aussi près de Roissy à Nantes que tu l'es quand tu es à Mantes-la-Jolie. Parce qu'à Mantes-la-Jolie, tu ne vas pas à l'aéroport, tu vas en bagnole, ou tu vas pas autrement, et tu mets combien de temps pour aller en bagnole? D'autres questions? C'est pas un barbu. Antoine Grolin, je ne sais pas si vous m'entendez, Project. Il peut se présenter? Antoine Grolin, Project. J'ai une question sur quelle bonne nouvelle avez-vous sur les futurs gouvernants et à quand un entrepreneur sera intéressé à se lever pour faire de la politique? Ben, je crois que faut reconnaître que faire de la politique, c'est pas si intéressant que ça. Parce que c'est la preuve, c'est que c'est pas les meilleurs d'une génération qui en font. Non mais c'est vrai. C'est beaucoup plus passionnant. C'est pas facile la politique. Non, c'est pas facile. Pas facile. Puis c'est un métier que vous prenez le week-end. C'est un métier, il faut être un peu piqué, quoi. C'est une forme de maladie du pouvoir. Hein. Donc je sais pas. Je ne sais pas répondre à cette question.
Mais au MEDEF, il y a des candidats en ce moment-là qui se présentent. Donc on peut espérer qu'il y ait des... Bon, je sais pas. C'est un vrai problème. Peut-être que comme on est en Bretagne, il faudra interdire aux fonctionnaires de faire de la politique. Moi, je serais assez pour. Ou démissionner quand ils en font. Alors une représentation un peu plus représentative. D'autres questions? On va peut-être rester sur cette non-réponse alors. Je vous propose d'applaudir.